Bonjour à tous, je suis très heureuse que nous recevions aujourd'hui Hélène Guillemot, qui est historienne et sociologue des sciences au centre Alexandre Coëré à Paris, et qui va nous présenter ses travaux sur la décarbonation. Oui, bonjour et merci beaucoup de m'avoir invitée ici. Vous voyez que cette présentation a un titre qui peut paraître un petit peu provocateur. Évidemment, ce n'est pas du tout une déclaration climato-sceptique quand je demande s'il faut prendre au sérieux ces modèles intégrés. Cette question, elle traduit en fait plutôt une perplexité devant le tour pris par une certaine expertise climatique, celle des scénarios d'émissions de CO2, qui, pour respecter la limite de température de 2 degrés ou de 1,5 degrés, ont recours à des technologies qui sont dites d'émissions négatives. Donc ce sont des sujets importants qui sont assez peu débattus dans l'espace public, et ce sont ces questions que je vais essayer d'explorer un petit peu ici avec vous. Comme tout ça est assez récent pour moi, c'est-à-dire que la documentation continue d'arriver, c'est un sujet que j'ai commencé à étudier il y a à peu près 2 ans, mais c'est assez récent. Je ne donnerai pas d'analyse vraiment fouillée, je vais plutôt proposer un récit et soumettre quelques interrogations. Donc en décembre 2015, il y a un peu plus de 2 ans, la COP21 a été... La COP21 a été considérée très largement comme un succès. Pour la première fois, tous les pays de la planète signaient un accord global de lutte contre le changement climatique, alors que pour le protocole de Kyoto en 1997, cet accord ne concernait que les pays industrialisés. Et dans l'accord de Paris, on considère souvent qu'un des acquis majeurs est la mention d'un objectif de hausse de température de 1,5 degré, un seuil de réchauffement qui est encore plus ambitieux que celui de 2 degrés qui avait été l'objectif officiel depuis la COP de Copenhague en 2009. En fait, pour être plus précis, officiellement, c'est seulement depuis la COP de Cancun en 2010, mais en gros, ça a été décidé à celle de Copenhague en 2009. Donc, l'accord de Paris dit dans son article 2 qu'il faut contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, et poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Presque tous les États et les ONG se sont publiquement félicités de la mention de cet objectif de 1,5 degré dans l'accord, mais chez les scientifiques du climat, cet objectif a constitué une surprise. Pourquoi ? Tout simplement parce que la hausse de température de 2 degrés était déjà considérée comme un objectif extrêmement difficile à atteindre, qui supposait non seulement une réduction immédiate et très drastique des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, d'après les scénarios des modèles intégrés, d'extraire du CO2 de l'atmosphère par des technologies qui, en gros, n'existent pas actuellement. Donc comment expliquer qu'on fixe à Paris en 2015 un objectif encore plus ambitieux et inaccessible qu'à Copenhague 6 ans auparavant, alors même qu'entre-temps, évidemment, les émissions de gaz à effet de serre se sont poursuivies. Alors on dira évidemment que les raisons en sont politiques, et c'est tout à fait vrai, mais cette explication ne suffit pas, puisque l'objectif de 1,5 degré se base aussi sur les sciences, sur des simulations produites par des modèles. Pour atteindre cet objectif, ces modèles produisent des trajectoires de décarbonation qui supposent donc le déploiement à grande échelle de technologies d'émissions négatives. Comment comprendre ces trajectoires ? Et que disent ces objectifs, ces trajectoires et ces technologies des relations entre science et politique dans le régime climatique ? Pourquoi aussi y a-t-il peu de débats sur ces problèmes ? Tout ça, ce sont des questions que je vais essayer d'aborder dans cette présentation. Donc, 2 mots sur le cadre de ce travail. En fait, ça fait partie à l'origine d'un projet de 2 ans qui a été financé par l'IFRIS, et projet qui s'intitule ClimaCOP, globaliser le climat, climatiser le monde, et qui a réuni une vingtaine, ou une trentaine, je ne sais même plus, une vingtaine de chercheurs en sciences sociales, une dizaine de laboratoires, pour analyser la COP21 dans une démarche que nous avons appelée d'ethnographie collaborative. Donc il s'agissait d'analyser la COP dans différents espaces sociaux, les négociations, le business, la société civile, et ce projet a donné lieu notamment à un ouvrage collectif
paru chez Routledge il y a bientôt un an et qui s'intitule Globalizing the Climate, COP21 and the Climatization of Global Debates. Donc, mes collègues ont travaillé sur différents domaines, le business, les savoirs locaux, les ONG dans la COP. Et en ce qui me concerne, comme en général je m'intéresse aux sciences du climat et à la relation entre sciences et politique, j'avais l'intention pour ce projet d'étudier la place des sciences à la COP et la façon dont sont mobilisés des indicateurs scientifiques, des thèmes scientifiques. Et très vite, l'objectif de 1,5 degré s'est imposé comme un thème majeur, ce qui n'était pas à l'origine prémédité, et je me suis finalement focalisée sur ce sujet, et j'ai rédigé un chapitre de ce livre. Donc, dans cette présentation, je reviendrai... Bizarre, elles sont pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Dans cette présentation, je reviendrai d'abord sur l'histoire de la montée de l'objectif de 1,5 degré, en retraçant d'abord l'histoire des objectifs de température en général et de degrés, puis la naissance de l'objectif 1,5 degré, son ascension et finalement son succès. Deuxième partie, je vais exposer les scénarios de décarbonation, les émissions négatives, en parlant d'abord des modèles dits modèles d'évaluation intégrés, ou IAM, qui produisent ces scénarios, et je mentionnerai un peu rapidement les technologies d'extraction du CO2, ou Carbon Dioxide Removal Technology, CDR. Dans la troisième partie, je parlerai des débats, des réactions et des controverses scientifiques sur ces domaines, qui sont d'ailleurs assez difficiles à retracer, parce qu'on verra que les positions changent beaucoup avec le contexte, et qu'il est quasiment impossible de cartographier cet espace de débat. Et enfin, je vais tenter de réfléchir au rapport entre sciences et politique dans ce domaine, à partir de travaux de chercheurs en sciences sociales, ce qui conduira peut-être à aborder la question du titre, faut-il prendre au sérieux ces trajectoires de décarbonation? Donc, rapidement, l'histoire de l'objectif de température. Oui, alors, une partie des choses sont en anglais, tout simplement, non pas parce que je n'ai pas eu le temps de traduire, mais parce que je ne savais pas très bien comment traduire, étant donné que c'est une lecture qui est très largement anglophone et que parfois j'ai peur de mal traduire. Donc j'ai conservé en anglais un certain nombre de choses, donc vous m'en excuserez. Donc, sur l'histoire de ces long-term goals, de ces objectifs à long terme, il y a eu plusieurs travaux de sciences sociales, en particulier sur l'histoire de l'objectif de 2 degrés. Et tous ces travaux s'accordent à montrer que cet objectif de 2 degrés résulte d'interactions complexes, étroites et de longue haleine entre scientifiques et politiques. On est très loin là de l'image du scientifique qui fournit un diagnostic et une alerte aux politiques de manière indépendante. On a vraiment une coproduction étroite dans cet objectif de 2 degrés. Autre point important, cette limite de 2 degrés n'est pas une notion qui a été construite d'abord de manière précise et bien cadrée, qui ensuite s'est répandue ou a diffusé en influence. Au contraire, elle a été mobilisée par des groupes différents avec des objectifs différents. Donc, sur le plan scientifique, la notion de température moyenne globale de surface de la Terre est assez ancienne chez les climatologues, et en modélisation du climat, elle remonte donc aux années 60-70 au moins. Elle est associée à la sensibilité du climat, qui est la hausse de température moyenne correspondant à un doublement de la concentration atmosphérique en CO2 par rapport à la période pré-industrielle. Or, dans les années 60-70, cette sensibilité du climat a été estimée à 2 degrés. Autrement dit, on estimait qu'un doublement du taux atmosphérique pré-industriel de CO2, qui est environ 280 ppm, partie par million, donc le doublement, ça fait environ 550, enfin un peu plus, mais on estimait que ce doublement engendrerait un réchauffement moyen de 2 degrés. Donc ces 2 degrés sont intervenus assez tôt sous une autre forme. Sur le plan politique aussi, l'idée d'une limite de réchauffement à long terme est présente assez tôt, dès la création de la Convention cadre de l'ONU sur le changement climatique en 1992. Et cette convention s'est en effet assigné l'objectif ultime de parvenir à une stabilisation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui préviendrait une interférence dangereuse avec le système climatique.
Donc ça, c'était dès le départ de la Convention climat, mais évidemment, ce texte ne précisait pas à l'époque quel était ce niveau dangereux. Et en fait, cette question d'un objectif à long terme de stabilisation est restée très longtemps en marge du débat politique, au moins au niveau international, jusqu'au milieu des années 2000. Par exemple, le protocole de Kyoto de 1997, il ne se préoccupait pas de long terme. Il se voulait un premier pas et il donnait des objectifs d'émissions à court terme aux pays industrialisés. C'est d'abord l'Allemagne qui a adopté un objectif d'une hausse de 2 degrés, donc il faudrait raconter cette histoire, elle est liée à un think tank, il y a des textes là-dessus. Puis ensuite l'Europe a repris cet objectif en 1996, et à l'échelle mondiale, ce seuil de 2 degrés n'a pris de l'importance qu'en 2007 à la COP de Bali, où a été proposé donc un objectif à long terme qui associait la température moyenne donc de 2 degrés à une concentration atmosphérique de CO2 de 450 ppm. Donc on voit que c'est 450 et non pas comme avant 550 pour des raisons de changement d'estimation de sensibilité, de référence. On ne peut pas rentrer là-dedans. Et il faut savoir aussi qu'évidemment il y a une marge d'incertitude à chaque fois. Donc cette réémergence politique d'un objectif de long terme dans les négociations avait été en réalité préparée en quelque sorte sur le plan scientifique par l'apparition de seuils dangereux, notamment dans le 3e rapport du GIEC. Et vous voyez là en bas à droite un schéma qui est paru dans ce 3e rapport et même dans le résumé pour les décideurs du rapport, un schéma qui a connu une certaine notoriété, qui s'intitule Reason of Concern, motif de préoccupation, et qu'on surnomme aussi Burning Embers, c'est-à-dire les braises brûlantes. Et ce schéma a sans doute joué un rôle important parce qu'il associe pour la première fois dans le rapport du GIEC une température moyenne avec des risques pour les impacts. On a une vision synthétique du problème ici, avec une continuité entre émissions, température et impact, ce qui a pu jouer un rôle dans l'idée de limite de température. Donc après 2007, l'objectif de 2 degrés s'est de plus en plus ancré dans les débats et a été progressivement abandonné la référence à la concentration de CO2 qui l'accompagnait. La température, en effet, est plus facile à communiquer, et elle est aussi moins précise et moins mesurable que le taux de CO2, et on sait que l'ambiguïté est toujours précieuse dans des négociations. Donc, l'objectif de 2 degrés a été utilisé dans différents contextes et avec des interprétations différentes. Par exemple, l'année de base, au début, n'était pas très claire. Il n'est pas clair non plus s'il s'agit d'un objectif de stabilisation à long terme ou d'un objectif pour 2100. 2 degrés caractérise à la fois les impacts et une option de stabilisation. Bref, 2 degrés joue ici le rôle qu'on appelle en sciences sociales d'objet frontière, qui sert d'interface entre discours politique et discours scientifique, et également entre différentes parties dans les négociations qui ne le comprennent pas forcément de la même façon. Donc, depuis l'adoption à la COP de Copenhague en 2009 de cet objectif officiel, de cette température a bénéficié d'une grande légitimité qui lui était conférée par sa co-construction entre sciences et politique, même si en fait on s'aperçoit en regardant un peu les textes que les politiques affirment régulièrement qu'il s'agit d'un objectif déterminé par la science et que quand on discute avec les scientifiques, ils qualifient souvent en aparté de degré d'objectif politique. Donc, un petit peu différentes visions. Alors, la même année 2007, qui est l'année d'apparition des 2 degrés dans les négociations climat, certains acteurs poussaient déjà pour un objectif encore plus ambitieux, une température de 1,5 degré, associée à une concentration atmosphérique en CO2 de 350 ppm. Alors, qui étaient ces acteurs? Il s'agit de groupes de pays, comme l'Alliance des petits États insulaires, l'AOSIS, le groupe des pays les moins industrialisés, LDC, et quelques autres groupes, qui se sont rassemblés au sein d'une nouvelle entité, donc dans les négociations climat, le Climate Vulnerable Forum. Et des ONG soutenaient également cet objectif ambitieux, notamment l'ONG que vous connaissez peut-être, qui s'appelle 350.org, et dont le nom
provient justement, est une référence à un objectif de 350 ppm de CO2. Et quand l'objectif 2 degrés a été adopté à Copenhague en 2009, les groupes de pays associés dans le Climate Vulnerable Forum ont obtenu que la déclaration de Copenhague comporte une référence à l'objectif de 1,5 degré, comme vous voyez en bas de cette diapo. Et la même déclaration appelait aussi d'ailleurs à une revue de l'objectif de 2 degrés qu'elle venait d'adopter. Donc, entre les COP de Copenhague et de Paris, entre 2009 et 2015, l'objectif désormais officiel de 2 degrés a été constamment réaffirmé dans le discours public. Mais dans les publications scientifiques, en revanche, dans le cadre de cette revue demandée par la Convention Climat, s'est déroulé un débat beaucoup plus contrasté. Certains articles mettaient en cause le choix même d'une température limite comme objectif. Certains réclamaient d'autres indicateurs qu'une température. Plusieurs articles et rapports insistaient sur le fait qu'atteindre un objectif de 2 degrés était extrêmement difficile. Et d'autres, à l'inverse, affirmaient au contraire que l'objectif de 2 degrés était atteignable. Et en fait, curieusement, entre 2009 et 2015, alors qu'évidemment les émissions continuaient d'augmenter, de plus en plus de scénarios de décarbonation étaient publiés qui parvenaient à atteindre l'objectif de 2 degrés. Et évidemment, ce paradoxe est essentiel et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, toujours dans le cadre de ce débat sur l'objectif de 2 degrés, plusieurs rapports ont été publiés par des scientifiques, par des représentants des États, par des think tanks, et ces rapports affirmaient 2 choses. Ils affirmaient d'une part que les impacts d'un réchauffement de 2 degrés sont très graves et insupportables pour certains pays pauvres. Et en cela, ils s'appuyaient sur le 5e rapport du GIEC, qui était paru en 2014, qui établit effectivement que certains effets de réchauffement, même limités à 2 degrés, sont beaucoup plus importants que ce qu'on pensait auparavant, notamment pour certains écosystèmes marins ou pour des pays pauvres. Et les rapports affirmaient d'autre part qu'il était possible de limiter le réchauffement à moins de 2 degrés, que c'était faisable, même si ça posait des défis technologiques et politiques. Et dans les mois précédant la COP21, le Climate Vulnerable Forum, donc cette alliance de pays dont j'ai parlé tout à l'heure, s'appuyant sur ces rapports avec l'aide de puissantes fondations philanthropiques qui jouent un rôle très important dans ce genre d'affaires. D'ailleurs, il y a un chapitre du livre que je vous ai mentionné qui est assez passionnant et qui parle du rôle de ces fondations. Donc, ce Climate Vulnerable Forum, en s'appuyant sur les rapports, sur les fondations et assisté de conseillers scientifiques, a mené un lobbying très actif auprès des délégations des États et de la société civile pour promouvoir l'objectif de 1,5 degré en insistant sur les conséquences dramatiques d'une hausse de 2 degrés pour les pays pauvres, en particulier, évidemment, les petites îles qui sont menacées de disparition par la hausse des niveaux des océans. Et pour ces pays, le seuil de dangerosité, disait-il, n'est pas de 2 degrés, mais il est de 1,5 degré. Et peu avant la COP, une High Ambition Coalition a été créée qui a exigé que soit mentionné l'objectif de 1,5 dans l'accord, ce qui est devenu une condition sine qua non pour que les pays pauvres la signent. Et cette coalition a reçu le soutien d'un nombre de plus en plus grand de pays jusqu'au dernier jour de la COP et a finalement atteint son but puisque l'objectif de 1,5 degré est bien mentionné. Donc on voit que cette victoire s'est jouée dans les derniers jours et dans les dernières heures de la COP, comme très souvent, mais qu'elle est l'aboutissement d'un long combat politique. Et de fait, la mention de l'objectif 1,5 satisfaisait finalement à peu près tout le monde, les pays pauvres, qui peuvent espérer que la reconnaissance d'un seuil dangereux se traduise ultérieurement par des réparations en cas de dépassement de ce seuil, les pays développés, pour qui la signature a été obtenue sans qu'en fait il y ait une garantie de compensation, et bien sûr les ONG, les institutions onusiennes, les fondations philanthropiques et tous les acteurs qui étaient avant tout soucieux d'éviter une répétition de l'échec de Copenhague, ce qui était vraiment une mantra à Paris. Il ne faut pas qu'on renouvelle cet échec, il faut obtenir un accord. Et donc l'objectif de 1,5 degré, pour ces acteurs,
était susceptible d'entraîner un élan, un momentum, comme on disait, poussant de nombreux groupes et acteurs à l'action. Donc, la mention de l'objectif 1,5 degré constitue un succès politique, mais il s'appuie aussi, ce succès, sur des travaux scientifiques. Et donc, maintenant, je vais dire quelques mots de ces modèles, de ces scénarios et de ces trajectoires. Donc, on a vu, j'ai dit que juste avant la COP, coexistaient à la fois des articles scientifiques affirmant que l'objectif de 2 degrés était quasi inatteignable, et d'autres qui soulignaient au contraire qu'il était insuffisant et qu'on pouvait viser un réchauffement à 1,5. Donc pour comprendre ça, il faut dire un mot d'outil absolument essentiel pour produire ces scénarios ou trajectoires, qu'on appelle, oui, donc trajectoire socio-économique, socio-economic pathway. Et ces outils, ce sont les modèles numériques appelés Integrated Assessment Models, modèles d'évaluation intégrée ou IAM. Alors là, je vous en ai représenté un qu'en fait j'ai tout simplement été chercher sur Internet. C'en est un parmi d'autres et il n'a pas de valeur spécialement. Voilà, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, c'est plutôt pour un petit peu avoir une idée d'à quoi ça ressemble. Donc ces modèles intégrés, ils sont complètement différents des modèles de climat qui fournissent les projections de climat futur. Les modèles de climat qu'on appelle aussi GCM, ce sont des modèles physiques à la base qui simulent l'évolution de la circulation de l'atmosphère et de l'océan sur plusieurs années ou siècles, en se fondant sur les équations de la dynamique des fluides et sur des paramétrisations souvent plus ou moins physico-chimiques. Et ces modèles de climat sont assez proches des modèles météo qui sont utilisés de façon opérationnelle pour fournir les prévisions du temps. Les modèles intégrés, par contre, sont constitués de différents modules qui représentent des systèmes environnementaux, techniques et humains, c'est comme ça qu'ils se décrivent. Ils les représentent de façon intégrée et modélisent l'évolution à long terme et à échelle globale, ils sont toujours globaux, de paramètres qui représentent l'interaction entre ces systèmes. Et en particulier, ces modèles intégrés produisent des scénarios d'émissions de CO2, donc les fameuses trajectoires socio-économiques d'émissions, qui longtemps, et en fait encore maintenant, je réalise, servent d'entrée au modèle de climat. Non, avant, excusez-moi. Donc on fournit longtemps les données d'entrée au modèle de climat en termes de concentration de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, les IAM, donc ces modèles intégrés, fournissent aussi et surtout des scénarios d'émissions pour guider l'action politique. Donc ils ont un petit peu changé de fonction. Donc ces modèles intègrent les contributions de disciplines très diverses, comme vous pouvez voir, donc hydrologie, économie, ingénierie, etc. Et ne sont pas fondés sur une base théorique commune, sur un socle commun, à la différence des modèles de climat. Ils relèvent de traditions en fait variées. Certains sont plutôt issus de modèles d'énergie, d'autres plutôt de modèles d'ingénieurs ou d'agronomie ou de modèles économiques. Et une autre caractéristique qui les diffère d'ailleurs des modèles de climat, c'est qu'ils sont explicitement conçus à la base pour informer l'action politique dans le domaine du climat. Donc l'histoire des IAM est en fait étroitement liée à celle du GIEC. Pour les deux premiers rapports du GIEC de 90 et de 95, il n'existait que deux modèles intégrés fournissant des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, un modèle américain et un modèle des Pays-Bas, plus précisément du PBL, qui est une agence d'évaluation environnementale, la principale. Pour le troisième rapport, en 2001, on avait déjà 6 modèles intégrés. Et à partir du milieu des années 2000, quand on a changé le système des scénarios, donc je ne vais pas raconter ça parce que c'est un peu technique, voilà, eh bien les modèles ont non seulement produit des entrées de modèles de climat, mais surtout des trajectoires d'émissions pour tester des options de politique climatique. Et à partir de ce moment-là, des années 2000, la communauté des IAM s'est beaucoup agrandie et s'est structurée à travers un certain nombre d'institutions comme l'Integrated Assessment Modeling Consortium, des programmes d'intercomparaison
Et dans cette affaire, l'Union européenne joue aussi un rôle considérable parce qu'elle a financé largement des projets visant à fournir des scénarios 2 degrés, et ce sont ces scénarios qui constitueront une part majeure du 5e rapport du GIEC, ou plus exactement du groupe 3 du rapport. Donc la communauté des IAM, des modèles intégrés, comme je l'ai dit, a beaucoup grandi. Maintenant, on en compte environ une trentaine dans le monde, qui sont donc cités dans le dernier rapport du GIEC, mais en réalité, il y a essentiellement 3 centres qui ont une influence beaucoup plus grande que les autres. C'est donc le PBL néerlandais, enfin hollandais déjà nommé, l'IASA. Alors l'IASA, c'est un International Institute for Applied System Analysis. C'est un institut international basé à Vienne qui existe depuis les années 70 et qui est spécialisé en modélisation des systèmes énergétiques. Il a joué un rôle notamment à la suite des modèles de Club de Rome sur Limit to Growth. Donc l'IASA est déjà un petit peu ancien. Et le 3e centre produisant des modèles intégrés qui a de plus en plus, qui a acquis une très grande influence ces dernières années, c'est le PIC, c'est-à-dire le Potsdam Institute for Climate Research en Allemagne, qui a donc une influence considérable, notamment dans l'orientation des projets européens. Il y a évidemment d'autres centres importants, américains, japonais, européens, et puis en France, par exemple, il y a le CIRED, qui est un centre qui a aussi son modèle intégré, mais les 3 principaux ont une influence plus grande. Donc, dans le 5e rapport du GIEC, la trentaine de modèles dont je viens de parler a produit 1184 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. En réalité, plus de 90% d'entre eux ont été produits par 11 modèles. Et on voit ici ces scénarios, qui sont donc sur la partie gauche de la diapo. Chacune des courbes représente une trajectoire d'émission entre 1980 et 2100, c'est-à-dire en fait une quantité de CO2 émise chaque année à échelle globale. Donc les 4 traits un peu plus épais que vous voyez, ce sont les RCP, les Representative Concentration Pathway, qui sont en fait des scénarios de référence auxquels, comme vous voyez à droite, correspondent plus ou moins une fourchette de température. Donc je ne vais pas rentrer là aussi, c'est un petit peu technique. Et ce qui importe ici, c'est comme vous voyez, seuls les scénarios en bleu en bas parviennent à un réchauffement qui correspond environ à 2 degrés ou moins. C'est le RCP 2.6. Et comme vous le voyez également, pour parvenir à cette température, eh bien, il faut que les émissions de CO2 atteignent 0 entre 2060 et 2080 et deviennent ensuite négatives. C'est-à-dire, autrement dit, qu'on retire de l'air davantage de CO2 qu'on en ajoute. Donc pour ça, une notion assez utile pour comprendre tout ça, c'est le concept de budget carbone. Alors, le concept de budget carbone est devenu une métrique absolument centrale dans tout ce domaine dans les années 2010. En raison de la très longue durée de vie du CO2 dans l'atmosphère, c'est en fait le cumul des émissions de CO2 qui détermine le réchauffement en 2100. Donc, à tout objectif de température, on peut associer un budget global, autrement dit une quantité totale de CO2 que l'humanité ne doit pas dépasser pour ne pas dépasser le seuil de température. Et pour rester sous 2 degrés, l'humanité ne doit pas émettre plus de 2900 gigatonnes de CO2, par exemple. C'est une sorte de package qu'il ne faut pas dépasser. Et comme nous avons déjà émis 1900 gigatonnes, il reste environ 1000 gigatonnes à émettre, ou plutôt d'ailleurs, ça c'est les chiffres de 2011, mais entre-temps, comme on a consommé 200 gigatonnes, eh bien, il ne reste plus que 800 gigatonnes de CO2 à émettre pour rester sous les 2 degrés. Évidemment, pour 1,5 degré, le budget carbone est plus bas, je crois de l'ordre de 2400 ou 2500 gigatonnes, et donc il reste moins à émettre. Et bien sûr, tout ceci est assorti d'incertitudes. C'est pas aussi simple, on peut traduire ces incertitudes en pourcentage de chances de rester sous le seuil, il faut tenir compte des dates de référence, etc. Mais enfin, en gros, l'idée du budget carbone est là. Et vous voyez à droite
trois schémas qui représentent en fait le budget correspondant à 66% de chances de rester sous le réchauffement de 1,5 degré. Et ce qu'on voit dans la figure en haut à droite, c'est qu'au rythme actuel, il ne restait, je ne sais pas que 5 ans d'émissions. Au rythme actuel qui est d'environ 40 gigatonnes, 35-40 gigatonnes par an. Alors, sauf à réduire les émissions à zéro en quelques années, comme on voit dans la figure du milieu, ce qui quand même paraît moyennement réaliste, cette comptabilité, elle conduit, comme on le voit dans le schéma d'en bas, à la nécessité des émissions négatives. Donc là, vous avez le schéma pour 1,5 degré, il y a la même chose, à 2 degrés, c'est un petit peu différent, mais le principe est le même. Donc maintenant, si on revient au paradoxe noté tout à l'heure, eh bien si depuis la fin des années 2000, on a un nombre croissant de scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui parviennent à limiter le réchauffement à 2 degrés en 2100, c'est tout simplement parce que le seuil de 2 degrés a été adopté officiellement comme objectif à long terme. Donc les modélisateurs ont été incités à produire des scénarios capables d'atteindre cette cible, incités par le GIEC, incités par les projets européens. Et pour ce faire, ils ont dû recourir à des émissions négatives, comme on voit sur ce schéma. Donc ce procédé des émissions négatives permet un dépassement, un overshoot en anglais, un dépassement temporaire de la quantité de CO2 autorisée, suivi par une sorte de pompage de ce CO2. En d'autres termes, comme le remarque l'expert, le politiste allemand Oliver Gedden, alors que le concept de budget était à la base supposé mettre en évidence des contraintes physiques pour les politiques, eh bien maintenant il permet de créer un mécanisme de dette qui introduit une forme de flexibilité, qui est un petit peu là aussi paradoxal. Donc, des scénarios climatiques qui contiennent le réchauffement global à l'intérieur des limites de l'accord de Paris reposent sur l'utilisation à très grande échelle de technologies capables de pomper le CO2 de l'atmosphère. En fait, il faut rajouter une petite nuance, il y a deux raisons différentes pour recourir à ces technologies. La première raison, c'est que toute stabilisation suppose de parvenir à zéro émission de gaz à effet de serre, or certaines sources sont extrêmement difficiles, voire impossibles à éliminer, notamment le méthane dans l'agriculture ou bien les émissions de CO2 liées à l'aviation ou à la navigation dans les océans. Donc les technologies d'émissions négatives sont supposées compenser les émissions inévitables. Mais en fait, comme on le voit, ces technologies compensent surtout l'insuffisance des mesures de réduction de gaz à effet de serre. Et sans ces technologies, les modèles ne parviendraient tout simplement pas à respecter les objectifs de l'accord de Paris. Donc, pour construire des trajectoires qui atteignent ces objectifs, d'une manière générale, pour construire des trajectoires qui atteignent un objectif donné, les modèles intégrés choisissent dans une sorte de portfolio les technologies les moins coûteuses. Et la technologie d'émissions négatives à laquelle ils ont eu le plus massivement recours, parce que c'est la moins chère, c'est la technologie dite BECS, Bioenergy with Carbon Capture and Storage, donc la bioénergie avec capture et séquestration du carbone. Et en gros, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de faire d'énormes plantations d'arbres qui donc absorbent le CO2 au cours de la photosynthèse, puis de les brûler pour produire de l'énergie, mais on capture le CO2 émis pour cette combustion, puis on le stocke sous terre. Donc, au bilan, on soustrait du CO2 à l'atmosphère au lieu d'en rajouter. Alors, cette technique est donc peu coûteuse, supposément peu coûteuse, et c'est pour ça qu'on l'utilise massivement dans ces modèles, mais il y a quelques petits problèmes. D'abord, elle n'existe pas, ou seulement à très petite échelle. Et ensuite, potentiellement, elle pose un certain nombre de difficultés. Elle a des effets pervers, en particulier, surtout, l'étendue de surface cultivable requise pour atteindre l'objectif surface cultivable, donc aux dépens d'autres usages des terres, avec des risques en plus pour l'accès à l'eau, pour la biodiversité, etc. Il faut voir que les quantités sont absolument gigantesques. On parle de surface de terre de l'ordre de 500 millions d'hectares, soit, dans les modèles, soit une fois et demie la surface de l'Inde, quand même.
Donc, il faut savoir que le recours à ces technologies dans les scénarios n'a rien d'un secret, c'est noir sur blanc écrit dans le dernier rapport du GIEC de 2013, et c'est même dans le résumé pour décideurs du groupe 3. Sur 400 environ scénarios qui ont plus de 50% de chances de rester sous la barre des 2 degrés en 2100, 344 recourent aux émissions négatives. Et ceux qui n'utilisent pas ces émissions négatives, c'est parce qu'ils supposent qu'il y a une réduction rapide des émissions à partir de 2010. Donc ils sont déjà obsolètes. Alors, le BECS, ce n'est pas évidemment la seule technologie d'émissions négatives, même si c'est elle qui est le plus souvent utilisée dans les modèles. Donc je vais vous mentionner quelques autres technologies qui sont ici en violet. Ouais. Oh là là, je ne sais pas, vous voyez rien du tout là. Bon. Si, ça va. Donc, alors, il y a l'afforestation avec le chiffre 6, je ne sais pas si vous voyez, ou reforestation, ça consiste à planter des arbres qui absorbent le CO2, donc c'est évidemment peu technologique et a priori peu coûteux, mais il y a des problèmes, notamment toujours dans les surfaces nécessaires pour avoir un effet climatique, et aussi des effets secondaires. Donc, j'énumère émissions d'oxyde nitreux, qui donc sont des gaz à effet de serre liés à l'utilisation des engrais, voilà. Effet sur la biodiversité, évidemment, compétition avec l'agriculture et les besoins d'eau, et effet climatique potentiellement inverse via l'évapotranspiration et le changement d'albédo, vulnérabilité au feu, vulnérabilité aux maladies, surtout avec le réchauffement. Autre technologie de capture du CO2 atmosphérique, les technologies dites d'accroissement du stockage de carbone dans le sol. Donc ça, c'est numéro 7. Alors, soit via de nouvelles pratiques agricoles, par exemple l'initiative 4 pour 1000, donc, ce qui a été porté par la France à la COP 21, je ne saurais pas trop détailler ça. C'est en gros une utilisation des pratiques agricoles qui permettent de mieux stocker le carbone et donc de le capturer dans l'air. Il y a aussi ce qu'on appelle le biocar, à partir de la biomasse. Donc là, je ne vais pas détailler parce que j'en serais incapable, à vrai dire. Vous avez le BECS dont j'ai parlé. Une autre technique qui s'appelle Enhanced Weathering, et je ne sais pas comment ça se traduit, peut-être érosion poussée ou érosion accélérée. Donc en fait, il s'agit d'accélérer ou d'amplifier des processus qui dans la nature sont extrêmement longs d'absorption du CO2. Et le problème là, c'est que ça exige apparemment de très grandes quantités de minerais et d'énergie. Vous avez la fertilisation des océans, donc là aussi il s'agit de reproduire la capture du carbone, cette fois par le plancton, les algues et d'autres organismes marins, en ajoutant certains fertilisants qui pourraient donc accélérer cette capture. Donc là ça a été un peu étudié et il semble qu'il y ait des gros problèmes d'impact écologique car on ne peut pas très bien contrôler quelles sont les espèces favorisées ou défavorisées par ce type de procédé. Et puis vous avez encore une technique, la numéro 9, qui se nomme Direct Air Capture, et où il s'agit d'aspirer l'air, tout simplement, et de capturer le CO2 par des procédés d'absorption dans des liquides ou sur des solides. Et alors ces techniques, alors là pour une fois je peux vous montrer une photo, parce que cette technique existe à l'état expérimental ici en Suisse, et donc vous voyez que c'est une sorte de ventilateur à l'envers géant qui absorbe le CO2 et l'absorbe ensuite sur des solides. Mais ce sont évidemment c'est à une échelle extrêmement petite par rapport à ce qui serait requis et c'est assez coûteux en énergie pour le moment. Donc il faut d'ailleurs noter qu'un certain nombre de ces techniques comportent des risques pour les espèces et les écosystèmes, je l'ai dit, et la Convention pour la biodiversité a rejeté expressément des solutions comme le BECS, l'afforestation et la fertilisation des océans à cause des risques qu'ils font courir en termes de perte de biodiversité. Donc sur ce schéma, vous voyez qu'à gauche, en marron, numéroté de 1 à 3, vous avez d'autres types de technologies qu'on qualifie de géo-ingénierie et qui sont des technologies de gestion du rayonnement solaire. Alors en fait, la frontière entre toutes ces catégories n'est pas très stabilisée, elle est même débattue actuellement.
parce que les technologies d'énergie négative ou extraction du carbone ou CDR, on peut se demander est-ce qu'elles font partie de la géo-ingénierie, comme les technologies d'injection d'aérosols dans la stratosphère, ou est-ce qu'il faut les considérer comme des techniques de mitigation, c'est-à-dire de réduction des émissions, comme la lutte contre la déforestation ou tout simplement les réductions de CO2. Ou bien, troisième possibilité, comme des catégories à part. Ça, c'est absolument pas des débats ésotériques, ça a évidemment une importance politique notoire, notamment parce que le traitement de ces technologies dans les négociations climat ne sera pas la même selon la typologie adoptée, et plus généralement parce que, évidemment, la géo-ingénierie ayant une image négative et la mitigation une image positive pour une part du public, et peut-être l'inverse pour une autre part, je ne sais rien, on peut imaginer qu'il y a une importance assez grande dans cette classification. Alors sur le plan scientifique, les frontières sont parfois floues et il y a un certain nombre de critères à prendre en compte, mais on peut imaginer aussi qu'il y aura des considérations politiques qui interviendront dans ce type de débat. Donc, je vais maintenant en venir à la partie 3, qui sont les réactions, les débats et les opinions à propos des objectifs de 2 degrés, de 1,5 degré, de ces trajectoires et de ces émissions négatives dans la communauté scientifique, dans les communautés scientifiques. Pourquoi dans les communautés scientifiques? Parce qu'en fait, les débats actuellement, ils ne vont pas tellement au-delà de ces communautés, et pour le moment, ils concernent guère les politiques et la société civile, au moins jusqu'à présent. D'ailleurs, l'accord de Paris ne mentionne pas vraiment les implications des objectifs de 1,5 et 2 degrés. Il ne dit nulle part que ça suppose de réduire les émissions de CO2 à zéro, et il ne le dit pas parce que des pays s'y sont expressément opposés, et il ne parle évidemment pas, il ne parle pas d'émissions négatives. Il y a une formulation qui est en bas, qui est assez sibylline dans l'article 4.1, et qui parle de équilibre entre les émissions anthropiques des sources et les... Enfin, c'est assez compliqué à comprendre. En gros, ça dit, malgré tout, une référence aux émissions négatives. Donc, je reviens à la COP, où comme je vous l'ai dit, la mention de l'objectif de 1,5 degré dans l'accord de Paris a déclenché l'enthousiasme, il y a eu des ovations, etc., dans le rang des représentants des États et des ONG, et a suscité par contraste des réactions beaucoup plus mitigées chez les scientifiques. Il se trouve que j'étais, moi, à la COP à ce moment-là, et non pas au moment de l'adoption, mais un peu avant, et je me suis aperçue de ces réactions. J'ai interrogé quelques chercheurs et experts rencontrés sur place, et vous avez là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, bon, enfin, vous arrivez à lire ou pas? Enfin, c'est bon. Donc c'est des réactions totalement indignées au début, qui sont très rapidement calmées, et donc, au bout d'un très peu de temps, on a vu apparaître un certain réalisme politique. C'était très curieux de voir ces changements de réaction. Mais voilà, j'ai entendu des choses, des noms d'oiseaux, presque. Donc, dans les mois qui ont suivi la COP, ou autour de la COP, le débat sur ces objectifs a été encore plus large et plus vif que le débat précédent dont je vous ai un petit peu parlé sur les 2 degrés qui avait été instillé par la Convention climat. On peut imaginer que si ce débat a été plus vigoureux, c'est peut-être moins à cause finalement de l'objectif en lui-même, 1,5 degré. Après tout, on a vu que même 2 degrés, ça entraînait quand même des conséquences compliquées. Peut-être qu'en raison de la façon dont cet objectif a été déterminé. Le seuil de 2 degrés résultait d'une construction très légitime entre science et politique, les gens n'osaient pas trop le contester, alors que l'objectif 1,5 degré répondait très ouvertement à une demande politique, ce qui, chez certains scientifiques, passait moins bien, au moins au début. Donc ce débat s'est déroulé surtout dans les pages opinion de journaux scientifiques comme Nature et Science, et d'autres, et Nature, les déclinaisons de Nature, Nature Geoscience, Nature Climate Change, etc.
mais aussi dans des sites web, dans quelques journaux, notamment le Guardian ou le Washington Post. Il a impliqué des climatologues, des économistes, des spécialistes des impacts, évidemment la communauté des IAM, des modèles intégrés, des politistes, des experts, des ONG, des think tanks. Ce débat, ce n'est ni une controverse purement scientifique, ni une dispute politique, et en fait, il porte sur des notions qui se situent un peu à la frontière entre science et politique. Et il est particulièrement difficile à caractériser, à cartographier. J'ai essayé et j'y ai renoncé, à vrai dire. Il n'y a pas de pour et des contre les 1,5 degrés. Évidemment, tous les scientifiques considèrent qu'un réchauffement de 2 degrés a des conséquences graves. Tous considèrent que 1,5 degré serait préférable, reconnaissent que c'est extrêmement difficile d'atteindre cette cible, critiquent l'insuffisance des politiques climatiques. Personne n'est particulièrement fan des technologies d'émissions négatives. Donc, comment caractériser ce débat? Mais au-delà de toutes ces positions partagées, il y a quand même quelques différences. Certains mettent d'abord en avant la gravité des impacts et voient l'objectif de 1,5 degré avant tout comme un signal donné aux politiques, aux entreprises, etc. D'autres prennent plus au sérieux les contraintes que cela implique par les scénarios, critiquent les émissions négatives comme hypothétiques, dangereuses. Et vous voyez ici quelques critiques que j'ai citées, donc qui proviennent de différents articles. Je pourrais continuer, là ils sont un petit peu anciens, mais il y en a de nouveaux depuis. Donc si on cherche quand même à caractériser les positions de ces différents acteurs, on voit que les disciplines jouent parfois un certain rôle. Par exemple, les scientifiques qui travaillent sur les impacts sont évidemment plus enclins à favoriser ou à être en faveur de l'objectif de 1,5 degré. Ce qui joue également un rôle, ce sont les affiliations institutionnelles. Ça, c'est ce qu'on voit pour d'autres controverses aussi, c'est que l'institution d'appartenance compte. Et par exemple, à propos des scénarios, certains parlent de pensée magique et d'autres d'un levier capable d'entraîner l'action. Quand on voit des avis aussi différents, on voit que ça correspond à des visions différentes de l'objectif de température et des visions différentes du rôle des scientifiques et des experts. Et ces conceptions différentes peuvent être souvent liées à une appartenance institutionnelle et à la relation politique qu'a l'institution en question. Par exemple, un chercheur qui appartient à un centre de recherche académique ne réagit pas bien souvent comme un expert de think tank. Mais en fait, ce débat, finalement, se caractérise surtout par des positions extrêmement flexibles, extrêmement changeantes. Le même chercheur peut produire un scénario à 2 degrés, poussé par les incitations que j'ai mentionnées. Au CIRED, par exemple, des chercheurs qui sont assez remontés contre un certain nombre de contraintes comme ça, les poussant à produire ces scénarios, ont néanmoins utilisé des énergies négatives parce qu'ils avaient, j'allais dire, pas beaucoup de choix. Et dans un autre contexte, les mêmes qui publient ces scénarios vont détailler les hypothèses de manière beaucoup plus critique. Donc on a un champ qui est très loin d'être stabilisé et des acteurs qui ne cessent pas de modifier leurs perspectives. Des scientifiques qui étaient dubitatifs se demandent maintenant finalement si un objectif très ambitieux, c'est pas une bonne idée et ça ne permet pas d'entraîner une action. Donc on n'a pas de controverse constituée, encore une fois, et il ne faut pas cartographier une controverse qui reviendrait à figer des conceptions alors que ces conceptions sont mouvantes et voire parfois contradictoires. Donc si ces positions sont mouvantes, c'est aussi parce que le contexte est en évolution rapide et que le sens même de l'objectif 1,5 degré a évidemment évolué. C'était d'abord une revendication portée par des acteurs, c'est devenu un objectif officiel, et aujourd'hui, cet objectif doit faire l'objet d'un rapport spécial du GIEC, qui doit être rendu à l'automne prochain, à la demande de la Convention climat. Et donc désormais, 1,5 degré, cet objectif est désormais en haut de l'agenda scientifique. Donc évidemment, toutes ces évolutions, ça change la perspective et ça impacte directement le travail des scientifiques. Et ce rapport spécial représente a priori un vrai défi pour les chercheurs, d'abord parce qu'il y a évidemment peu de travaux et pour cause sur la 1,5, que le délai est court,
était court, ça date de 2015, mais bon, ça fait à peine 3 ans, 2 ans et demi pour produire ce rapport, parce que c'est évidemment un sujet hautement politique, et pour s'en convaincre, il suffit de lire le titre. Vous voyez, les 4 lignes, ces 4 lignes-là, c'est le titre du rapport. Ils n'ont pas réussi à faire quelque chose de plus court, parce qu'il tellement il fallait entrer de contraintes politiques dedans. Là, je crois qu'on tient un record quand même au niveau de la Convention. Bon, et une autre raison pour laquelle c'est assez compliqué, c'est évidemment parce que certains scientifiques n'apprécient pas d'être sommés de travailler pour ce qu'ils appellent une bataille déjà perdue. Et ils considèrent qu'il y a encore des choses plus urgentes à faire. Mais là encore, ce qui est intéressant, c'est de voir que les positions évoluent beaucoup. La plupart des chercheurs aujourd'hui semblent désireux de rester dans le jeu et de ne pas ignorer les préoccupations des pays pauvres. Et donc il s'agit de reformuler la question des 1,5 degrés pour qu'elle devienne pertinente scientifiquement autant que politiquement. Et il s'agit de faire du rapport spécial 1,5 degrés l'occasion d'aborder les trajectoires de façon beaucoup plus critique, de traiter de questions intéressantes qui jusque-là ont été insuffisamment abordées, comme par exemple des gaz à effet de serre autres que le CO2 ou la transition à court terme, les conséquences sociales de cette transition, etc. Donc, ce rapport pourrait aussi, le rapport 1,5, me disent les climatologues, être l'occasion de mieux connecter le problème climat avec d'autres problèmes sociaux, des problèmes économiques, mais aussi des problèmes environnementaux, et notamment de mieux le connecter avec les objectifs de développement durable, qui sont parfois contradictoires, on l'a vu, avec un certain nombre de technologies mentionnées. Donc, en conclusion, dans ma 4e partie plutôt, mais qui sera plus courte, comment décrire les relations entre science et politique, comment les caractériser quand il s'agit de produire des scénarios qui visent un objectif extrêmement ambitieux, voire quasi inatteignable, et y parviennent grâce à des technologies quasiment inexistantes. Donc, comment caractériser ces relations ? Une chose est très claire, c'est que cette relation est très éloignée de ce qu'on appelle le modèle linéaire, c'est-à-dire le modèle censé rendre compte des rapports entre science et politique, par exemple dans une première phase du régime climatique. Le modèle linéaire, c'est un modèle qui dit que la science fournit de façon indépendante des connaissances et que la politique doit se baser sur ces connaissances pour agir, et que science et politique sont bien étanches. Or, évidemment, avec les trajectoires de 2 degrés, on est aux antipodes. On est aux antipodes de ce modèle pour un certain nombre de raisons. D'abord à cause de l'évolution du problème climatique. Ouais, je me dépêche, donc je vais aller vite. Donc, à cause de l'évolution du problème climatique, qui a fait aussi évoluer le rôle de la science. Après une phase où les scientifiques ont lancé l'alerte, la phase suivante, ce sont des choix économiques et technologiques, et donc la phase suivante est plus politique, la science ne joue plus le même rôle. De plus, dans très nombreux domaines, et ça ne concerne pas du tout seulement le climat, ce modèle linéaire n'est plus tellement d'actualité, et le discours actuel réclame moins une science indépendante du politique qu'une science répondant aux questions de la société. C'est le fameux mode 2 de Novotny et Gibbons, pour ceux qui connaissent un petit peu ces questions. Et en particulier, c'est le cas du GIEC, dont le président réclame une science orientée solution. Autre raison d'une sorte d'obsolescence de ce modèle, c'est qu'évidemment, de toute façon, ce modèle linéaire, il a été revendiqué pour les sciences du climat du groupe 1, mais il ne s'est jamais appliqué au groupe 3, qui est chargé des réponses au changement climatique et qui est par définition plus lié aux politiques, puisque les modèles intégrés sont conçus explicitement pour informer le politique. Donc des chercheurs ont tenté d'analyser ce changement du rôle de la science. Par exemple, pour Silkebeck et Martin Mahony, qui sont des chercheurs en sciences sociales, respectivement allemands et anglais, la science dans ce domaine, qui ne fournit plus des projections mais des trajectoires pour atteindre un objectif, devient une science de régulation, regulatory science. Elle contribue à justifier l'objectif, elle contribue à rendre pensables les scénarios du futur, à induire des choix d'action, qui sont d'ailleurs potentiellement critiquables. Bref, elle a une action performative et une action politique.
Et puisque les rapports ont un rôle politique, eh bien, ils se doivent de prendre en compte le contexte et les implications des différentes options, et pas seulement les implications technologiques, économiques, mais aussi sociales et environnementales. Donc peut-on imaginer, se demandent donc Beck et Mahony, que des objectifs et des trajectoires puissent légitimer le déploiement de technologies seulement sur la base de la faisabilité technique et des performances économiques, sans débat démocratique sur des alternatives? Alors, certains scientifiques producteurs de scénarios, les scientifiques de la communauté du modèle intégré, récusent cette responsabilité politique et disent que leurs modèles ne sont ni prédictifs ni prescriptifs, ce sont des explorations des cartes pour donner des indications sur le futur aux politiques. Mais du côté des politiques, les scénarios en fait ne semblent pas du tout être compris de cette façon. Et en fait, les politiques ignorent largement les implications des trajectoires en termes de technologie et les risques que cela comporte. Le seul message important, c'est que l'objectif est réalisable. Ça, c'est un certain nombre de témoignages vont dans ce sens. Et on a là, selon le mot d'Oliver Gaden, une ignorance délibérée, parce que les politiques ne cherchent pas à agir sur la base de vérités scientifiques, comme on le prétend, c'est la fameuse evidence-based policy making. Au contraire, ce sont les sciences qui répondent aux impératifs de la politique. C'est policy-based evidence making. C'est une des formules dont Gaden a le secret. Donc, il s'agit donc pour les politiques essentiellement de perpétuer le discours selon lequel il n'est toujours pas encore trop tard pour agir, mais bientôt il sera trop tard. Et il s'agit de perpétuer ce discours et non pas de prendre en considération les limitations des émissions négatives. Et cette attitude, ajoute Gaden, est conforme à l'absence de cohérence inhérente à la politique, pas du tout seulement dans le domaine du climat. Alors c'est un peu différent en anglais, c'est inconsistency. Ça veut dire que discours, décision et action sont relativement indépendants et non pas, il n'y a pas d'exigence de cohérence. Selon une autre formule de Gaden particulièrement cruelle, je trouve, on a là, dans cette affaire, une coproduction d'irresponsabilité entre scientifiques et politiques. Donc, en fait, malgré l'importance majeure des émissions négatives dans le modèle intégré, de fait, on a assez peu d'expérience, assez peu de recherche, peu d'investissement, peu d'incitation à travailler sur les technologies qui jouent pourtant un rôle majeur dans les modèles. Mais pourtant, du côté des climatologues, des modélisateurs et de la communauté des modèles intégrés, on voit se multiplier des études de modélisation sur ces technologies, sur leur potentialité, mais aussi sur leurs limites. La plupart des articles rappelant que ces technologies ne peuvent pas se substituer aux efforts de réduction d'émissions et que certes elles offrent des possibilités peut-être, mais des possibilités limitées assorties d'incertitudes et de risques. Oui. Bon. Donc, on comprend donc l'absence de débat public, pour finir, au vu de l'ignorance des uns et des réserves des autres. Mais il y a peut-être en fait d'autres motifs à cette réticence, pas seulement la raison, et d'abord, en premier, une raison qui est très fréquemment citée bien sûr, et dont j'aurais dû sans doute parler avant, qui est le risque moral, moral hazard. Ça veut dire il serait en fait dangereux de placer trop d'espoir dans ces technologies, donc d'en parler trop, car cela peut détourner d'efforts nécessaires pour réduire les émissions, étant donné qu'on considère généralement que des technologies, c'est plus séduisant que des restrictions. Mais, comme on l'a vu, la plupart des scientifiques insistent sur le fait que la réduction des émissions est un préalable et qu'en aucun cas, ces technologies pourraient en tenir lieu. Mais en fait, un certain nombre de scientifiques, et notamment en France, mais certainement ailleurs, ne prennent pas réellement au sérieux les scénarios d'émissions et les technologies négatives, me semble-t-il. Il s'agit de chercheurs, d'experts, climatologues, économistes ou spécialistes de politique, et ils considèrent souvent qu'on a accordé trop d'importance à ces scénarios de long terme. Ils sont critiques vis-à-vis des modèles intégrés, qui, selon eux, ne prennent pas en compte des contraintes majeures, à la fois des contraintes économiques, par exemple sur les liens entre marché de l'emploi, marché économique et technologie, pas assez non plus les contraintes géologiques, par exemple s'agissant des questions de stockage du carbone,
Et ces chercheurs refusent la focalisation sur les scénarios globaux à long terme et sur les outils de modèles intégrés qui aboutissent à ces solutions. Et en fait, ils préfèrent changer de cadrage et se consacrer à d'autres questions de politique climatique comme des transitions à plus court terme, l'intégration entre préoccupations climatiques, environnementales et sociales, etc. Donc, d'une certaine façon, ils refusent de se retrouver piégés dans cette sorte d'impasse et veulent parler d'autre chose. Reste que, évidemment, même si on ne prend pas au sérieux ces scénarios, eh bien, les questions de recours aux technologies d'extraction du CO2, voire même de géo-ingénierie, vont sans doute se poser probablement à plus petite échelle que se prévoient les scénarios, mais néanmoins, si ces technologies sont peu avancées, chères, etc., elles seront peut-être cependant considérées comme nécessaires dans des conditions bien contrôlées. Donc il est préférable de les étudier, d'organiser éventuellement des financements et des incitations, et aussi évidemment d'informer à leur sujet et d'organiser des débats publics sur ce domaine. Je vous remercie, je vais m'arrêter là. Des questions ? Oui, vous aviez parlé tout à l'heure de la communauté européenne qui s'investissait dans la COP21. Seulement, vous n'avez pas parlé du fait que la même communauté européenne subventionne les exportations intracommunautaires, notamment pour les fruits et légumes et autres, que nous importons par exemple des fruits et légumes bio qui viennent d'Espagne alors que nous en produisons ici, et que la même communauté européenne ne fait rien pour ce qu'on peut appeler le produire local, qui évite évidemment le transport par camion et donc la pollution et les émissions de gaz à effet de serre. Alors j'aimerais votre avis là-dessus. Est-ce qu'il y a moyen de faire un petit peu évoluer les idées en faveur du produire local? C'est un petit peu loin de mon sujet, je dirais, mais tout ce que je peux vous dire, je pense qu'effectivement, ce n'est pas forcément les mêmes gens qui font les mêmes choses, etc. Mais là, je citerai ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire que la politique, c'est quelque chose qui doit tenir compte d'un certain nombre d'impératifs, de priorités extrêmement diverses, voire divergences, voire antagonistes, voire contradictoires, et que donc, il y a souvent une incohérence inhérente à la politique entre discours, décision et action. Je reprends les termes du politiste Oliver Guédon. Donc c'est très bien, il faut lutter pour plus de cohérence, et d'ailleurs beaucoup s'y emploient, mais voilà, cette incohérence, il n'y a rien de rare, je dirais. Je n'ai pas tellement d'autres choses à ajouter. Oui, mais est-ce que c'est une incohérence apparente ou une incohérence réelle? Parce qu'en fait, il y a parfois certains politiciens qui sont liés à des lobbies, liés à des lobbies pétroliers. Voilà, donc j'ai absolument aucune. Je suis désolée, je connais très mal ce sujet. Je ne peux pas tellement vous répondre sur. Et est-ce qu'il y a moyen d'agir? Écoutez, oui, j'imagine, hein, mais. Parce que moi, ça me paraît totalement incohérent. Oui, non, mais c'est très bien d'agir pour plus de cohérence et de souligner la cohérence. Hein, c'est certainement une chose à faire. Une précision, en fait, le well drain, donc, se dit en fait en français altération. C'est l'altération, donc c'est un processus naturel par lequel les minéraux qui arrivent à la surface par l'érosion, par exemple, réagissent avec les agents atmosphériques comme l'eau, l'humidité de l'air, etc., le CO2 de l'air, et se sont décomposés. Alors ces minéraux sont décomposés en argile. Donc c'est extrêmement lent en fait. Oui, c'est ça. Mais durant cette réaction, quelque part, il y a possibilité en fait de capture de CO2 parce qu'il y a des ions qui sont libérés et qui seront en quelque sorte capables de se lier au CO2 pour former des carbonates, par exemple, qui vont se déposer dans les fonds marins. Et donc c'est le processus par lequel, en quelque sorte, sur des époques, sur des temps géologiques, la Terre a conservé en fait une température relativement extraordinairement constante en fait, malgré tout ce qui a pu se produire. D'accord, merci. Donc c'est une des technologies qui consisterait à accélérer ce processus, à reproduire de manière accélérée.
tu as dit à un moment donné, je notais approximativement, ça m'a paru extrêmement pertinent. Donc on parlait des scientifiques qui au début, que c'est que cette histoire d'1.5, et puis finalement on se prend en jeu. Et alors, je ne sais pas si les mots exacts, mais j'ai noté incité par le GIEC, incité par les financements européens. Et ça m'a paru la clé de voûte de beaucoup de choses. Absolument. Parce que forcément, quotidien, j'en suis un scientifique, climatologue, bon, on va travailler et donc on va faire tourner une équipe, chercher de l'argent, donc on est dans un système économique finalement. Et donc à partir du moment où il y a tel ou tel call européen, mais je veux dire, à moins d'être une personnalité avec une très très forte autonomie morale et des financements alternatifs par ailleurs, on répond à ces calls européens parce qu'on reçoit 4000 par jour de l'adresse, parce que voilà, et là on rentre dedans, et donc c'est comme ça qu'il y a quand même une machine qui est extrêmement. Alors je ne sais pas s'il faut lui dire que c'est une construction sociale ou si c'est une machine économique, ouais, mais il y a quand même un moteur conformiste quelque part qui vous fait avancer dans une direction quand même. Alors c'est pas pour ça que vous vendez votre âme au diable, c'est pas pour ça que vous faites n'importe quoi, mais c'est comme ça quand même que vous avez des mouvements de fond qui se forment également. Donc la politique européenne, elle se fait aussi largement par le choix et la façon dont on écrit les questions de recherche, me semble-t-il. Tu peux commenter là-dessus. Ah oui. Évidemment, tout ça n'est pas anodin, parce que c'est pas non plus un barbu quelque part dans une pièce qui écrit c'est tout un processus de lobbying. Je ne sais pas si tu as... Ah si, mais je suis absolument vrai, c'est absolument essentiel, je suis complètement d'accord. Et je pourrais même effectivement ajouter des choses, c'est que d'après ce que, tout ça c'est résultat d'entretien, etc., hein, mais d'après tous les témoignages, les projets européens en matière de scénario de degré, qui donc, tout ce que j'ai raconté, ont joué un rôle très très important, majeur, dans toute cette construction et dans le dernier rapport du GIEC, et même dans la constitution de la communauté elle-même, dans sa structuration. Et ces projets européens sont très largement, il ne s'agit pas de dénoncer, mais de raconter ce qu'on a dit, ont été, dans ces projets européens, les trois groupes dont j'ai parlé ont joué un rôle énorme, donc l'IASA, le PBL et surtout le PIC. Et ce qui est intéressant, enfin ce que j'ai entendu, c'est que les chercheurs du Potsdam Institute, son directeur, etc., qui par ailleurs était aussi joué un rôle important dans le rapport du GIEC, ont joué un rôle dans la proposition de ces projets, dans la réponse à ces projets, dans les publications des scénarios, dans la revue des scénarios. C'est un tout petit monde avec un certain nombre de gens influents qui sont en fait à peu près à tous les niveaux. C'est assez symbiotique, comme disent. Il y a deux chercheurs en France qui sont qui ont soumis un article là-dessus, qui n'est pas encore publié. Cela dit, c'est le cas dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire que les communautés scientifiques sont petites, et donc c'est un petit peu ce qu'on voit quand on a aussi des accusations de conflits d'intérêts. C'est-à-dire, quand on a des petites communautés, les gens de ces communautés, ils se trouvent à plein d'endroits, parce qu'il n'y a pas 450 personnes qui travaillent sur ces domaines. Donc là, en l'occurrence, quand on est au bon endroit et qu'on peut influencer beaucoup les appels à projets européens, eh bien, on agit aussi sur tout ce qui va être produit derrière, sur les articles scientifiques, sur le GIEC, sur les rapports du GIEC, etc., ce qui n'est pas anodin du tout. J'ajoute que je crois que c'est quand même assez spécifique au groupe 3 dans le GIEC, c'est-à-dire que cette importance considérable donnée au modèle intégré, au scénario des modèles intégrés par quelques groupes très, très petits, c'est quelque chose d'assez spécifique. Donc vous avez parlé du modèle linéaire, le rapport entre les sciences et les politiques. Je me demandais quelle place vous donniez alors à l'économique et au démocratique. C'est-à-dire qu'à la suite de la COP21, je pense qu'il y a deux objections qu'on a pu entendre dans les milieux militants et citoyens. La première, c'était quel est le rapport de force qui s'établit au sein d'une organisation, d'un rassemblement comme la COP21, entre des agents économiques qui ont des intérêts, et d'autre part les politiques. Et puis d'autre part, c'était aussi la question de savoir si finalement il n'y avait pas presque une volonté d'exclure ou de retrancher dans une certaine mesure la voix populaire. Et c'est évidemment lié aux événements malheureux des attentats de Paris,
Mais on a remarqué ensuite que des initiatives tout à fait individuelles se sont créées dans différentes villes, notamment à Bruxelles, qui ont aussi été annulées sous prétexte d'attentat, alors que le même jour il y avait le marché de Noël. Et c'est quand même à s'interroger. Et puis finalement ça a eu lieu au stand, c'est-à-dire à l'autocopie. Donc quel était pour vous le rapport actuellement dans ce projet entre politique, démocratie et économie? Alors, bon, là, je ne suis pas très spécialiste des questions de mouvements citoyens autour des COP, et je le dis d'autant plus que dans le petit groupe, dans le projet dont je vous ai parlé et dans le cadre duquel s'est fait ce travail, le projet d'étude de la COP 21, j'avais un certain nombre de collègues qui, eux, travaillent sur ces questions, ce qui fait que moi, je ne travaille pas dessus, on se partage un petit peu le boulot, mais effectivement, il y en a qui ont étudié les mouvements citoyens dans les COP, dans la COP et dans d'autres COP. Il y a une littérature là-dessus que je connais mal. Je peux vous renvoyer donc à cette littérature et puis aussi à notre livre. D'ailleurs, je peux éventuellement, si vous voulez, il me reste quelques exemplaires, donc je peux envoyer le livre ici, où il est question de cette ethnographie de la COP 21 et entre autres du rôle des mouvements citoyens dans la COP. Mais là, effectivement, il y a eu cette coïncidence avec les attentats de Paris qui a fait que ça a pas mal limité les manifestations. Bon, cela dit, il y avait quand même pas mal de monde dans les espaces de la COP. Vous savez, il y a l'espace des négociations, puis à côté, il y a un espace beaucoup plus libre. Il y a eu quand même pas mal de manifestations, notamment des peuples autochtones, etc. Mais bon, je vous renvoie, il y a une littérature là-dessus, et encore une fois, notre livre en parle. Donc, voilà. J'ai une question sur... à un moment donné, c'est une citation que tu donnes où tu parles de la regulatory science oui. C'est Mahoney Beck. Et Mahoney Beck. Martine Mahoney et Silke Beck. C'est ça. Et il parle d'alternatives. Enfin, ils disent que... Oui, je crois de mémoire que... Oui, en gros, ce qu'ils disent, c'est que dans la mesure où maintenant cette science produit des futurs, des objectifs, etc., elle ne peut pas se cantonner à une lecture très technocratique, etc., et qu'il faut qu'elle s'ouvre plus, et que notamment, ils ont une recommandation qui est que le GIEC ne se cantonne pas précisément au modèle intégré, au RCP, etc., mais propose d'autres alternatives. Je dis ça de mémoire. Mais d'accord. Mais ces alternatives, elles englobent les solutions que tu as présentées de géo-ingénierie, etc. C'est-à-dire, elles sont déjà... Eux, ce qu'ils disent, c'est que ils appellent à un élargissement de la perspective. Donc, c'est plutôt... précisément ne pas s'en tenir à une vision objective et une vision qui est complètement limitée par finalement ce en quoi consistent ces modèles intégrés. Par exemple, un reproche que certains font à ces modèles intégrés, c'est que malgré tout, il y a énormément d'hypothèses dans un modèle comme ça. Et donc, on a des hypothèses économiques, et ce que certains disent, pour peut-être rejoindre certaines questions ici, c'est que ces modèles ne prennent jamais en compte des changements de mode de vie. Par exemple. Ils se situent dans un cadre politico-économique qui est celui d'aujourd'hui, avec le même type de demande, le même type etc. Donc ça fait partie des critiques qui sont faites à ces modèles. Il y en a d'autres, ne tiennent pas compte du... Bon, il y a beaucoup de choses, évidemment, un modèle ne tient jamais compte de tout. On ne leur reproche pas de ne pas être complet. On leur reproche d'être biaisé ou de ne pas être assez pluraliste. D'être un peu tous, malgré leurs différences. C'est une autre chose qui est intéressante. Les modèles intégrés, à l'origine, sont divers. Comme je l'ai dit, il y en a qui sont plus des modèles économiques, d'autres plus des modèles d'ingénieurs, etc. Mais la structuration de la communauté par ses demandes, par le GIEC, etc., par un certain nombre de phénomènes, fait que finalement, ils se ressemblent plus. Ils fonctionnent, il y a des exercices d'intercomparaison, ils fonctionnent ensemble, ils s'intercomparent, et finalement, ils se ressemblent plus. Et donc, on n'a pas cette pluralité qu'on pourrait souhaiter. Et est-ce que dans les critiques qui sont faites contre les solutions
de géo-ingénieur. Enfin, je réduis à ça, mais il y en a d'autres, hein, t'en as présenté. Est-ce que c'est pas aussi, je pense que ça rejoint ce que tu viens de dire d'une certaine manière, une critique du modèle économique qui est sous-jacent à ces solutions-là? Oui, il y a toutes sortes de critiques. Il y a effectivement... Enfin, c'est assez compliqué parce que on peut critiquer... Enfin, il y a les critiques de modèle économique, mais on peut aussi, sans critiquer forcément le modèle économique, critiquer... et c'est un peu ce que font un certain nombre de chercheurs français que j'ai pu croiser. Ça m'a frappé. Hein. Quand je dis qu'ils ne prennent pas au sérieux, c'est une formule un peu peut-être trop forte, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils remettent en cause le capitalisme, etc. Mais ils considèrent que ces IAM, ces modèles intégrés, ne sont pas l'alpha et l'oméga de tout, qu'ils ont trop de lacunes, qu'ils prennent trop d'importance, qu'ils jouent un trop grand rôle dans le GIEC, et qu'il y a d'autres façons de penser. Donc, voilà. Donc il y a plusieurs types de critiques. Hein. Il y a des critiques politiques, des critiques techniques, etc. D'autres questions? Moi, j'en avais encore une. Sur une clarification. À un moment donné, tu disais que, encore une fois, sur les solutions, que certaines étaient coûteuses en énergie. Oui. Et il y a un aspect un peu, du coup, paradoxal, c'est-à-dire qu'on les conçoit pour... Ah bah c'est sûr, oui. Ouais. Et elles sont coûteuses en énergie, mais une énergie qui serait... comment dire, libre de carbone. Enfin, thermodynamiquement, pour pomper du CO2, il faut de l'énergie, ça c'est... Ouais. Non, on ne sait pas, enfin, j'ai pas du tout insisté. Hein. Encore une fois, là, par contre, il y a des choses, il y a des publications sur de plus en plus, hein, sur ces différentes technologies. Et puis, bon, j'ai à peine cité, mais à chaque fois, il y a... D'ailleurs, il y a très récemment un rapport qui est paru il y a quelques jours, quelques semaines peut-être, d'une institution qui est une sorte de réunion des académies européennes, qui s'appelle l'EASA, quelque chose comme ça, qui est très facile à lire et qui fait une vingtaine de pages, donc, si vous voulez, qui résume ces différentes technologies, et dont le but est d'étudier les scénarios pour savoir jusqu'à quel point il faut les prendre au sérieux. Enfin, je prends cette formule. D'ailleurs, ce rapport est assez sévère, j'ai trouvé. Il dit carrément que l'Europe, puisque ce sont les académies des sciences européennes, donc, qui s'adressent à l'Europe, qui donnent des conseils à l'Europe, et ce rapport dit carrément que l'Europe ne doit surtout pas s'appuyer sur ces scénarios pour sa politique énergétique. Ce qui est quand même, quand on y pense, assez fort de café, parce qu'il s'agit ni plus ni moins que du GIEC. Donc c'est un peu étonnant de voir. Bon. Donc ils sont assez sévères en disant en gros que ces scénarios, enfin que les énergies négatives prennent une part beaucoup trop grande dans ces scénarios, qu'il est possible qu'on soit amené, et même probable qu'on soit amené à avoir recours à certaines de ces technologies, mais certainement pas aux échelles complètement gigantesques qui sont présentées dans ces scénarios. Et là, ils font un petit peu plus le détail, mais effectivement, en fait, les différentes technologies sont très très diverses dans leurs implications à la fois énergétiques, environnementales, et même dans leur niveau d'aboutissement scientifique. Il y en a qui sont à peine, qui en sont à un niveau très très primordial, je dirais, et d'autres qui ne posent pas de grands problèmes techniques. Mais là, je connais mal. Hein. Mais par contre, il y a une littérature, vous pouvez vous y reporter. Est-ce que derrière cette idée de décarbonation à grande échelle, est-ce qu'on ne retrouve pas le vieux mythe de l'énergie abondante et bon marché et sans effet secondaire? Pour aller chercher du CO2 qui est dans l'atmosphère, il faut beaucoup d'énergie. Donc si ça doit être une énergie non carbonée, alors on va vous dire, oh, on va faire des cellules photovoltaïques, enfin oui. Et puis tout bon. La production de panneaux est elle-même énergivore. Hein, bon. Alors, donc c'est quand même une posture de foi dans le progrès. Bon, si on en soit plutôt sympathique, mais qui implique que voilà, tout un temps c'était la fusion nucléaire. C'est l'idée que bon, ben voilà, on va finir par résoudre le problème. Une fois qu'on a de l'énergie autant qu'on veut, on peut faire à peu près n'importe quoi. Et
Mais, et un des contre-discours à ça, évidemment, consiste à dire beaucoup d'énergie, c'est toujours beaucoup d'énergie, thermodynamiquement, pour faire un travail. Et un travail, c'est quand même toujours un peu bousculer l'ordre des choses, qu'on veuille ou non. Et donc, quoi qu'il arrive, même une énergie abondante qui est bon marché aura des effets écologiques énormes, par le simple fait qu'on va s'en servir. Et donc c'est pas vraiment une question, c'est un commentaire, mais c'est quelque part l'idée que la question de l'énergie est fondamentalement et très intimement liée à toutes les autres questions environnementales. Et l'idée d'une décarbonisation, c'est un peu un espoir qu'on peut la découpler du reste, j'ai l'impression. Oui, non, mais certainement. Alors il faudrait voir, il faudrait interroger les gens qui prônent ce type d'énergie. Hein. Il commence à y avoir d'ailleurs quelques reportages, mais bon, souvent la parole de ces personnes, elle consiste à dire, c'est une parole de, on n'a pas le choix. De toute façon, on ne peut pas se passer de ça. Vous regardez les modèles. Donc ils ne sont pas en train de dire que leur solution va tout résoudre. Ils sont plutôt dans une démarche, me semble-t-il, hein, c'est inévitable, il faudra bien qu'on y ait recours, etc. Mais effectivement, alors après, il y a plusieurs, enfin, pour ce que j'ai pu lire, hein, parce que il y a des points de vue, on voit des images du monde très diverses hein, dans cette histoire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a effectivement, il y a des modélisateurs qui représentent un monde qui serait complètement couvert de forêts entièrement dédiées à l'énergie. Avec un modèle, c'est relativement facile à faire. C'est très facile à faire avec un modèle. Donc, est-ce qu'ils ont derrière eux ou d'autres gens des idées sur ce monde, ou est-ce qu'on est juste dans on présente quelque chose aux politiques mais qu'il ne faut pas prendre au sérieux? C'est là que j'aime bien le terme de l'irresponsabilité, coproduction de l'irresponsabilité, parce que je veux dire, c'est un moment si chacun décide ce qu'il faut prendre au sérieux ou pas. Bon. Il y a une question effectivement qui me semble centrale dans tout ton exposé, qui est est-ce qu'on n'est pas en train de divertir notre attention, notre créativité, etc., vers un problème qui est un peu fantasmé, et alors qu'en fait on devrait tous se préparer à un monde à plus 5 degrés, qui est celui dans lequel on va vivre, ou 4, ou 3, on va voir, mais évidemment qui, si on regarde lucidement, impose des réorganisations géopolitiques, impose des changements de force, de rapports de force. Ça ne va pas être simple, mais il n'y a pas une espèce d'aveuglement collectif dans cette affaire. C'est sûr que... Ouais. Mais bon, quand on voit le lobbying qu'il y a eu pour 1,5 degré, qui par ailleurs se comprend très bien, et présentant 2 degrés comme un truc vraiment terrible, et que tous les climatologues savent que 2 degrés va être dépassé, enfin je crois que je ne dis rien c'est pas très politiquement correct de dire ça, mais enfin bon, voilà. Donc effectivement, on peut appeler ça de l'hypocrisie, je sais pas, c'est très difficile de prendre toutes ces choses-là ensemble, je dois reconnaître. Bon, de là à dire qu'on va... Ouais. Je ne sais pas très bien quoi répondre à ça, hein. Il y a un côté assez comment dire, saisissant dans ces questions. Mais voilà. Est-ce qu'il existe des modèles qui font abstraction des 2 degrés ou des 1,5 et qui peuvent produire du coup des modèles qui arrivent à des aboutissements scientifiques efficaces mais qui ne passent pas par cet impératif des 2 degrés? C'est-à-dire qu'il y a dans les scénarios que je vous avais présentés, dans les scénarios, il y en a, je sais pas, dans les scénarios donc, qui sont dans le rapport du GIEC, il y en a, je sais pas, à peu près la moitié ou un peu moins, 40% qui arrivent à 2 degrés. Il y en a d'autres qui sont des scénarios qui arrivent à plus que 2 degrés, ce dont parlait Michel. Là, il y en a qui arrivent à 3, 4. Mais évidemment, l'objectif, encore une fois, il est de 2 degrés. Mais c'est intéressant parce que d'ailleurs, c'est deux questions, parce que j'ai eu des climatologues, ou plutôt d'ailleurs des gens du CIRED, de la communauté des modèles intégrés en France, qui m'ont dit à un moment, en fait, il faudra arrêter de travailler sur 1,5, c'est ce que vous dites tous les deux, hein. Il faudra arrêter de travailler là-dessus,
Et puis travailler sur 3 degrés, parce que c'est ça qui va arriver, ou 4, et voir comment on peut faire la transition, etc., quelles conséquences. Mais j'ai eu d'autres gens qui m'ont dit, c'est un scandale qu'on n'ait pas assez travaillé sur 1,5 degré, alors que pour les pays pauvres, c'est ça qui importe, etc. Donc on a des gens qui vous disent des choses diamétralement opposées, quoi, dans cette histoire. Mais c'est vrai, c'est absolument vrai que des climatologues ou des économistes disent Oui, le raisonnable, ce serait de travailler sur 3 degrés, mais c'est absolument pas possible de le dire politiquement. Enfin, en tout cas, dans certaines enceintes. Vous avez parlé de capacité des domaines à un moment, et je me demandais qu'est-ce que vous pensez de l'importance vraiment de l'opacité entre de ce qui se passe dans les COP et dans ces décisions-là et la population, en fait. Ou c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression qu'on est quand même... On ne sait pas trop ce qui se passe, quoi. On a droit à quelques titres dans les journaux avec quelques rapports. Alors évidemment, il y a peut-être moyen d'accéder au contenu en fouillant un peu, mais je dirais, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment super important ou au contraire, pas du tout? C'est exactement, c'est un peu le thème, enfin c'est un peu ce que j'ai voulu, c'est plus une question que je me pose moi-même, c'est-à-dire que en réalité, comme vous avez vu, il y a très peu de débats. Alors si on en reste à la question que j'ai abordée ici, c'est-à-dire par exemple sur la question des scénarios de degrés et de ce qu'ils impliquent, c'est-à-dire ces énergies, ces émissions négatives, etc. Il n'y a pas eu, je crois, enfin ça me sidère, il n'y a pas eu un mot en français là-dessus. C'est-à-dire que toute la littérature, tout ce que j'ai lu, enfin, ou alors je ne suis pas tombée dessus. Je n'ai lu que des choses en anglais et elles se comptent sur... il y a énormément de choses scientifiques sur le web, mais par exemple dans les médias, les grands médias, il y a des journaux comme le Washington Post, le Guardian, The Economist, enfin des grands journaux qui ont d'excellents, absolument excellentissimes articles scientifiques que je recommande parce que c'est vraiment le meilleur. En France, il n'y a pas ça, et en France, quand on parle du climat, on ne parle pas de ça. Donc pourquoi la presse ne parle pas de ça? Est-ce que c'est pas important? Mais c'est un peu ce sur quoi j'ai terminé, c'est-à-dire qu'on peut aussi considérer que finalement, toutes ces histoires d'énergie négative, de technologie, ça n'arrivera pas ou ça arrivera à peine, et qu'il faut qu'on parle d'autres choses plus importantes, et c'est un petit peu en caricaturant la vision qu'ont un certain nombre de scientifiques, notamment en France, que c'est ceux-là que j'ai vus, qui disent, bon, on va travailler sur la transition à court terme, on va arrêter de faire des projections ultra long terme dont on ne sait strictement rien, enfin, on va travailler sur comment est-ce qu'on fait pour réduire les émissions de CO2 et qu'est-ce que ça inclut dans le monde pour les travailleurs de tel et tel domaine, etc. Donc, peut-être que les questions que j'ai soulevées, finalement, ne concernent qu'un petit monde et n'ont pas tant d'importance que ça. Ce qui expliquerait qu'on n'en débatte pas de manière publique. D'un autre côté, comme il y a des grandes chances quand même pour qu'un jour ou l'autre, on ait droit à des technologies d'émissions négatives ou de géo-ingénierie, peut-être pas à grande échelle, mais bon, ou en tout cas, et peut-être que c'est pas mal non plus que le public en soit un petit peu informé et en débatte un petit peu. Mais tout ça n'est pas secret. Enfin, ce qui se passe dans les négociations, c'est secret. À l'intérieur mais le reste, c'est pas secret. Maintenant, si les médias en parlent très peu, c'est aussi parce que c'est très difficile d'en parler. Quand vous savez, dans les médias, il faut qu'un sujet ait un cadrage, c'est-à-dire qu'on ait une façon d'en parler simple, logique, enfin simple, voilà, qui ait une consistance. Là, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Enfin, moi, je ne les vois pas très clairement. Les gens changent d'avis. C'est très difficile de parler de ça. Voilà. C'est une raison. Voilà, pour donner un exemple, un cadrage très simple pour parler du changement climatique, c'est les climato-sceptiques. Là, vous avez des gentils, vous avez des méchants. Les gentils, ils empêchent tout. S'ils n'étaient pas là, tout irait bien, etc. Bon. Une fois Bon, ça, c'est facile. Alors là, des articles là-dessus, il y en a plein. Là-dessus, c'est beaucoup plus compliqué dans ces questions d'énergie négative, etc. C'est très bien de vouloir de réduire les émissions. Bon, donc, voilà, il y a une difficulté à... J'imagine bien, j'imagine bien, c'est juste, j'ai l'impression que le fait que ça a l'air très, très fermé aux gens fait que, vous avez parlé normalement des enjeux politiques dans ce truc-là, et que peut-être que ça joue aussi, le fait qu'on n'ait pas vraiment d'accès à tout ça, ou que ça n'a pas vraiment répondu, quoi. Oui, non, mais
Et je me demande dans quelle mesure ça joue et ça influence le processus diplomatique en partie, hein, forcément, Oui. c'est un peu... Bon. C'est ça, oui. C'est vrai que la diplomatie a toujours ses aspects secrets. Hein. Là, par Le truc, exemple. c'est que c'est une question qui nous concerne tous, quoi. Bah oui, c'est clair. Hein. Mais bon, il y a des... On voit bien effectivement dans les négociations que le lobbying n'est pas uniquement à Bruxelles, puisqu'on est à Bruxelles ou à côté. Le lobbying, il y en a partout, et il y en a énormément à la COP et dans tous les sens. Hein. Donc effectivement, ce sont des choses qui sont un petit peu partiellement opaques, même si, encore une fois, bon, c'est pas non plus complètement secret, puisque dans le livre dont je parlais, mon collègue, il a fait tout un chapitre sur les philanthropiques américaines et européennes qui jouent un très grand rôle. Voilà, on peut enquêter là-dessus, mais c'est pas très public, hein, c'est vrai. Et il y a des aspects politiques. Moi j'avais une question par rapport à, justement dans votre présentation, on voit en fait, enfin moi j'ai eu l'impression de voir ça, un espèce de glissement sans cesse, on essaie de se dérober en fait à cette espèce de date butoir qui sera réaliser les objectifs, telle chose, etc. Comme par exemple ce que vous disiez avec le budget carbone qui au début était quelque chose de statique et qui ensuite justement devient un peu plus flexible. Aussi je crois qu'il y a une citation à un moment où ils disent que justement ces technologies étaient vues comme quelque chose d'un peu de vraiment de dernier secours et ensuite c'est en train de devenir gentiment le plan A. Est-ce qu'on ne voit pas peut-être aussi une incapacité de l'être humain à se projeter dans quelque chose à long terme et de tenir en fait des espèces d'objectifs à long terme, et quand on est bloqué dans des espèces de solutions provisoires de court terme parce que justement il y aurait peut-être une incapacité au niveau, je sais pas, au niveau cérébral, au niveau adaptationnel, de vraiment en fait conscientiser que ces choses doivent se passer à long terme, mais justement de développer un plan à long terme. Oui, oui, c'est possible. Hein. Je n'ai pas spécialement de compétences pour répondre à cette question-là, hein, franchement, mais même pas du tout. Mais oui, c'est possible. Il y a peut-être l'être humain, et puis il y a aussi surtout la diversité des êtres humains. C'est surtout ça. C'est-à-dire que les gens n'ont pas tous les mêmes préoccupations, pas tous les mêmes urgences, pas tous les mêmes priorités. On voit très bien ça dans les négociations climat, ça s'est vu depuis le début. C'est-à-dire qu'au début, les pays en développement, ils disaient la priorité, c'est le développement, et les histoires d'environnement, ça vient après, et ça peut tout à fait se comprendre quand on a des populations qui sont dans un état de dénuement, etc. Donc, c'est aussi que tout le monde n'est pas pareil, et qu'on ne raisonne pas de la même manière quand on habite Paris ou Bruxelles, et quand on est en Syrie, ou quand on est au Burkina Faso, ou quand on est je ne sais où. Donc voilà, c'est aussi ça, je pense, hein, mais là, je n'ai aucune compétence particulière pour dire ça, mais je pense que quand même, néanmoins, cette question de la diversité, elle est absolument fondamentale. Hein. Elle est pour comprendre et puis pour agir aussi. Il faut vraiment garder en tête que selon les conditions dans lesquelles on est et selon les pays dans lesquels on vit, les priorités ne sont pas les mêmes, et en tenir compte. C'est pour ça d'ailleurs que l'idée de tenir compte du marché du travail, des conditions sociales, etc. dans les transitions écologiques, c'est vraiment très important. Il faut... Voilà. Autre question. On va remercier encore Hélène.